On va parler d'éducation à la sexualité. On en entend beaucoup parler, on va dire, aujourd'hui dans les médias, notamment via le guide Evras, sorti en Belgique. Pour beaucoup de parents, l'éducation à la sexualité, c'est quelque part une sorte de fiction. Il y a des parents qui sont pour, il y a des parents qui sont contre, avec des contenus parfois un petit peu discutables ou questionnables. Mais il n'y a pas de consensus, en tout cas chez les parents. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a certains abus qui ont lieu dans les écoles. Et ça, c'est pas une fiction, c'est une réalité, j'ai envie de dire. Et pour rebondir donc sur cette question, sur ce propos, je vais laisser Christelle définir comment en fait l'association est venue, justement l'association des Mamans Louves est venue à se questionner sur ce sujet, qui est un sujet important puisque finalement il touche tous nos enfants, de la maternelle jusqu'au lycée inclus. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, merci à l'équipe organisatrice de nous avoir invités ici pour qu'on puisse partager ce qui suit avec toutes les familles présentes. Avec Marie, on va vous présenter ce qu'est cette éducation à la sexualité au réel vécue dans les écoles de France. Quelles sont les dérives que l'on a pu entendre notamment sur cette dernière année. Et puis Marie vous expliquera pourquoi cette éducation nuit aux enfants. Et enfin, je vous parlerai des dernières actualités et puis de notre mobilisation. Avant de commencer, je voudrais vous préciser que notre action est protectrice et non militante. Sauf si l'on doit considérer qu'en France, en 2024, protéger les enfants relève du militantisme. Alors Christelle, explique-nous bien pourquoi les Mamans Louves se sont engagées dans cette éducation à la sexualité sur ce sujet-là. Alors oui, effectivement, on était au sortir des mesures sanitaires et puis fin 2022, courant décembre, des parents nous contactent et je lis ce premier témoignage. Heureusement, j'étais assise. Et là, tous les voyants au rouge. Des choses totalement ahurissantes que tout parent ici présent n'aurait jamais envisagé se passer quand on dépose son enfant à l'école. Et donc, cette maman m'explique que son enfant de 9 ans, donc en classe de CM1, a reçu une séance d'éducation à la sexualité au cours de laquelle ont été abordées des pratiques sexuelles de manière détaillée. Enfant de 9 ans qui entend parler donc de sodomie, de fellation, de caressage de testicules et autre chose, évidemment très sexuelle. Je précise que les enfants de cette classe, pour la plupart, se sont bouchés les oreilles. Certains ont pleuré et d'autres parents les ont vus revenir à ne plus dormir le soir, à pleurer régulièrement, etc. Donc là, je me suis dit, on a un véritable problème. Est-ce que c'est un dérapage d'un enseignant ou là, pour le coup, c'était une infirmière? Donc, j'ai décidé de lancer un appel à témoignages sur les réseaux sociaux, qui sont parfois très utiles quand on sait les utiliser. Et puis, début de l'année 2023, je reçois une multitude de témoignages allant dans le même sens. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai contacté SOS Éducation, avec laquelle on travaille en partenariat sur ce sujet, pour lui demander si, de son côté, elle avait aussi ce genre de remontée. Effectivement, oui. Et là, on s'est dit, il y a un véritable problème. Et si j'ose dire, on a ouvert une véritable boîte de Pandore. Ce qu'il faut quand même préciser dans le même temps, pour recontextualiser, c'est qu'on était sur une période où on avait le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui avait fait de sa priorité, en tout cas la priorité de son mandat, le renforcement de l'éducation à la sexualité, alors qu'on accusait quand même une chute historique du niveau scolaire au classement PISA. La priorité de la France, c'était éduquer à la sexualité, soit, et on s'est dit qu'il y avait peut-être effectivement un lien de causalité avec le remue-ménage que cela a créé au sein de l'institution. Ensuite, ce monsieur, Pap Ndiaye, suite à la plainte d'associations militantes telles que le planning familial, pour ne citer qu'elle, a décidé, pour rendre effectives ces séances,
De saisir le Conseil supérieur des programmes pour élaborer un programme d'éducation à la sexualité pour chaque niveau d'enseignement. Et donc, c'est l'héritage qu'il nous a laissé et que nous aurons prochainement dès la rentrée de septembre 2024. On a pris en charge toutes ces familles. Aujourd'hui, je tiens à vous dire qu'on n'est plus du tout sur des cas isolés puisque c'est plus d'une centaine de parents qui nous ont écrit, ce qui représente sur une année à peu près un témoignage par jour sur un tiers de l'année. Malgré donc ces faits extrêmement graves qu'on a déposés auprès des autorités, alertés par voie officielle, la seule réponse qu'on a eue, c'est le droit coutumier au silence. Donc, soit on s'est dit comme d'habitude, on va se débrouiller et puis on va contacter des professionnels de l'enfance spécialisés, dont fait partie Marie évidemment. Et SOS Éducation a créé un comité d'experts dans lequel vous retrouvez des sommités de la pédopsychiatrie comme Maurice Berger, également des pédiatres, des médecins gynécologues, psychologues, experts de la protection de l'enfance et juristes. Ils ont réalisé, ou en tout cas on a réalisé un travail d'analyse complet durant 10 mois, sous le prisme exclusif du point de vue de l'intérêt de l'enfant, basé sur la science et sans moralisme, pour répondre à la question suivante. Est-ce dans l'intérêt supérieur des enfants que de réaliser ces séances d'éducation à la sexualité? À l'issue, je pense que vous recevrez tous la réponse. Donc ces 10 mois d'expertise ont donné suite à un bilan, un rapport complet de près de 200 pages, que je vous invite à consulter sur le site de soseducation.org, qui reprend tout ce qu'est le développement d'un enfant, d'un adolescent, tous les textes également qui régissent cette éducation à la sexualité, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, également tous les témoignages que l'on a portés. Âme sensible, s'abstenir. Passage au crible également des supports recommandés par l'institution, qu'il s'agisse des livres, des vidéos, des sites internet, etc. Et à l'issue, 130 recommandations ont été transmises aux autorités compétentes. Là aussi, le silence. Merci Christelle. Tu as une question, je crois. Oui, alors merci beaucoup. On a tous eu en fait des cours, on va dire, à la reproduction animale ou la reproduction humaine quand on était au collège, par exemple, de notre époque. Alors, une question en fait qui est récurrente chez les parents, c'est qu'est-ce qui change justement par rapport à l'éducation que nous on a reçue, la nouvelle mouture autour de l'éducation à la sexualité. Effectivement, c'est une question qui revient souvent parce que au collège, on n'avait pas du tout ce qui est fait aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est une loi en fait. L'éducation à la sexualité, elle est régie dans le cadre d'une loi qui date de 2001, qui impose 3 séances d'éducation à la sexualité, donc de l'élémentaire jusqu'au lycée. Auparavant, à l'élémentaire, on abordait toutes les notions de biologie. Ensuite, plutôt vers la fin du collège, la reproduction, et enfin au lycée, on abordait toute la prévention autour des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. Donc on était sur un registre qui était biologique et préventif. En 2013, il y a eu un changement de paradigme où on a intégré en fait la notion d'éducation à la sexualité orientée autour de la notion de plaisir, avec pour objectif d'atteindre une santé sexuelle complète et positive, inspirée des standards européens de l'OMS, qui est le cadre en fait de référence pour les politiques de santé sexuelle des pays d'Europe dont la France fait partie. Ces concepts, faut savoir qu'ils ont été édifiés par un groupe de travail qui a été mis en place, donc, comme je le disais, par l'OMS en 2008, dont 16 de ces 17 membres, étaient liés à des mouvements LGBTQIA+. Alors, on va pas pouvoir vous passer en revue tout ce que disent ces standards, cadres de référence, mais on vous a repris quelques extraits. Ou par exemple, on peut lire que ce qui est recommandé aux professionnels au contact d'enfants, c'est de leur expliquer le droit à refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant, si dire oui ou dire non. À 4 à 6 ans, on va retrouver des notions comme utiliser le langage sexuel de manière non agressive. Déjà, sexuel et enfant, ça va pas ensemble. Comprendre que les sensations liées à la sexualité, comme la proximité, le plaisir, l'excitation, font partie de la gamme des sensations humaines. Elles doivent être positives.
N'inclure aucune coercition et ne pas faire mal. On leur dira aussi la conscience de pouvoir choisir. Je précise que aucun spécialiste de la psychologie et de la psychiatrie de l'enfant ne figure dans les différentes commissions à l'origine de ces textes. Et alors, Christelle, est-ce qu'il y a des circulaires c'est quoi les circulaires qui encadrent l'AES? L'EAS, pardon. Oui, l'EAS. L'éducation à la sexualité en France est encadrée par 2 grandes circulaires, celle de 2018 et celle de 2022, où, grosso modo, on se dit, mais en fait, on va pas où est le problème, puisque on y retrouve essentiellement dedans, pas de sexualité stricto-sensuelle élémentaire, tout va bien, des contenus qui doivent être adaptés à l'âge, sans devancer le questionnement des enfants. Ce qui relève de la sphère privée ne doit pas être débattu dans la sphère collective, et le projet appelé projet éducatif, présenté en conseil d'école ou comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, donc pour la partie collège et lycée, qui doit donc impliquer et ou associer les parents pour éviter qu'il y ait méprise de ce qu'est réellement cette éducation à la sexualité. Ça donne quoi dans les faits? Alors, pardonnez-moi, juste avant le passage de parole, on a un véhicule à l'extérieur qui est excessivement mal garé et qui empêche une personne à mobilité réduite d'accéder à son véhicule. On va demander donc au propriétaire de la Peugeot 2205YR17 de déplacer son véhicule le plus rapidement possible. Et ce véhicule qui gêne porte le logo La Fée des mots. Voilà, merci, excusez-moi. Oui, alors dans les faits, on a, comme je te disais, une centaine de témoignages qui nous montrent que sur différents départements, donc dans différents territoires, dans des écoles qui comptent en moyenne 300 à 500 élèves, des enfants qui reviennent traumatisés de leur séance. Et pour ça, plutôt que vous retranscrire toutes ces horreurs, on a eu la joie, si j'ose utiliser ce mot dans le contexte, d'avoir 2 familles qui acceptent de témoigner dans un reportage qui a été réalisé par Armel Joubert-Desouches, qui est un journaliste qui travaille pour le magazine Nexus. Donc si l'équipe veut bien passer le premier extrait. Moi, le papa d'une petite fille âgée de 11 ans, elle s'appelle Elia. Voilà dans quel état il retrouve sa fille un soir alors qu'elle rentre de l'école. Elle est clairement choquée. Elle est clairement choquée pour vous. Ah oui, elle est clairement choquée. Je vois, c'est ma fille, je la connais, oui. Elle est souriante, elle est pas extravertie, mais elle est expansive, ma fille. Et là, elle est recroquevillée, renfermée. Que s'est-il passé pour que la petite Elia se trouve quasi muette alors qu'elle est d'habitude une petite fille joyeuse? Donc ce sont des cours à l'éducation à la puberté, mais en fait, il n'y a rien de puberté. C'est un cours d'éducation sexuelle et c'est même pas un cours d'éducation sexuelle, c'est carrément parler de sexe. Il porte sur quoi ces cours? Vous avez regardé C'est de la petite. J'ai demandé forcément aux petites ce qui avait été dit et il a été dit des choses comme chez les garçons, pour faire plaisir aux garçons, on presse et le sperme il sort. Il a été dit que chez les filles, la petite boule qui se situe au niveau du pubis, le clitoris évidemment, mais elle n'emploie même pas les termes, elle parle comme ça, comme à des gamins quoi. Si on la touche, ça fait du bien, on apprécie, etc., etc. Elle a sorti des capotes et elle a dit que les capotes, il fallait qu'elles soient humidifiées, sinon ça accrochait au corps de la personne. Si j'avais été prévenu qu'il y avait un cours comme ça, avec l'information que j'avais déjà, j'aurais pas envoyé ma fille, parce que il y a eu un fait à Saint-Étienne. Pareil, qui a fait la une des informations. Et donc, en fait, ce qu'on a vécu nous, c'est la même chose. On a donné rendez-vous dans un parc pour enfants. C'est aux abords de la ville de Saint-Étienne. Stella est accompagnée de son fils, Thibaut, âgé de 10 ans. Nous avons flouté son visage. Stella nous rapporte ce jour où, en janvier 2023, Thibaut revient perturbé de l'école. Quand il est rentré ce jour-là à 11h30, il m'a dit il y a une infirmière qui est venue et elle a parlé de sexe. Et du coup, il m'a énuméré toutes ces phrases en fait. Alors, les phrases que m'ont rapporté mon fils, ce sont des réponses auxquelles, soi-disant, les enfants posaient des questions anonymement dans des boîtes. Il se souvient des réponses. Voilà. Donc, elle a expliqué que pour le plaisir, une fille pouvait sucer le pénis du garçon et inversement, le garçon pouvait sucer, donc lui il a compris, le vagin et qui pouvait avaler quelque chose.
Voilà. Elle a aussi parlé que toujours pour le plaisir, une fille pouvait masser délicatement les testicules. Elle a aussi abordé le thème pour bloquer la puberté pour les personnes. Enfin, elle n'a pas dit le terme changer de sexe, mais elle a dit pour bloquer les poils et la barbe, on peut prendre des médicaments. Qu'est-ce que tu as pensé des cours donnés par cette infirmière, Thibaut? Moi, je m'en foutais un peu. Moi, je m'en fous. Moi, je regardais ailleurs. J'envoyais des petits mots à mon ami, à quoi on allait jouer à récré, comme si on s'en foutait. Et des fois, on mangeait des bonbons en cachette. On s'en foutait, nous, de ce cours débile. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Thibaut? Ça servait à rien dans la vie. D'apprendre ça, juste pour faire du mal. Merci pour ce beau témoignage. On remercie Armelle pour son travail. Alors, Christelle, malgré ces témoignages, alors tu peux nous dire ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été rédigées, des mandats qui ont été envoyés. Alors, quelle a été la réponse? Oui, je tiens à préciser que les témoignages que nous avons reçus, pour la plupart, les familles nous ont mandatés à agir auprès des autorités pour qu'on puisse aller dénoncer ces faits et espérer qu'il y ait des actions correctives qui soient mises en place pour que cela ne se reproduise plus. Or, à ce jour, nous n'avons aucune réponse. Cela fait plus d'1 an. Constamment, on voit une évacuation du débat, en fait, qu'il s'agisse des fédérations de parents d'élèves, comme la PEP, la FCPE, etc. On nous dit que tout ça, ce n'est pas vrai, c'est le fruit de notre imagination. Globalement, on nous explique que ce sont nos fantasmes. Pire que ça, on a des syndicats qui sont de plus en plus agressifs, des syndicats d'enseignants, qui n'hésitent pas à rédiger des articles d'appel au crime, comme chasseurs de Maman Louve, où finalement on devient les personnes à chasser, tout au moins. Et puis on va jusqu'à empêcher la tenue de nos conférences. C'est ce qu'a vécu ma collègue Sophie Auduchet de SOS Éducation. Et on a aussi quelques personnes publiques qui prennent la parole dans les médias en disant que tout ça, effectivement, n'est que le fruit de nos fantasmes. Alors, pour répondre à ça, j'ai trouvé assez judicieux de reprendre un reportage qui n'est pas tout jeune, un extrait, rassurez-vous, pas très long, qui date de 2013, qui se déroule à Périgueux, une séance d'éducation à la sexualité réalisée par le planning familial, donc auprès d'une classe de CM1, CM2. Voilà, c'est la réalité vécue par certains enfants depuis 2013, quand même. Donc, on va passer le deuxième extrait maintenant. Et puis après, on continuera. Mais ces séances passent souvent à la trappe. Claire Benaïm a quand même trouvé une bonne élève. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà. Je vous laisse digérer ce qu'on vient d'entendre. Je trouve ça abject et abominable, mais je vais laisser mes états d'âme de côté. Ce qu'on peut voir, c'est que les abus ne sont pas isolés. Quand on voit une directrice donc d'école faire la promotion de ce genre de propos, on ne peut que s'interroger ce que fait le rectorat et finalement quelle est la continuité ou quel est le but finalement de ces cours. J'ai une question par rapport donc aux parents. Est-ce que les parents sont-ils prévenus donc de la tenue de ces séances? Est-ce qu'il y a dans la circulaire une directive qui permet, enfin une obligation légale à prévenir les parents qu'on va parler d'éjaculation à leur enfant? Évidemment qu'ici un flou est laissé. La seule chose qu'on peut lire, c'est d'associer et ou impliquer les parents dans ce projet appelé éducatif, comme je le disais précédemment. Donc dans les faits, la plupart des établissements n'affichent pas ces séances au planning, ou tout au moins vous allez retrouver des libellés plutôt génériques, sans pouvoir évidemment demander la teneur de ces séances, par qui ça va être fait, comment, etc. On a une omerta qu'on retrouve coutumière dans l'institution, qui même quand on a des dérives de ce type, a tendance à nous dire pas de vague, parapluie, parapluie. Voilà. Donc globalement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est le rôle finalement de l'école de faire ça? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que on en parlera aussi avec Marie par rapport à l'âge de l'enfant et ce qu'on peut dire à quel âge, mais bon. Qu'est-ce que tu dis, toi, Christelle, de ce rôle? En fait, moi, je dis que c'est très simple. L'école est là pour instruire. Quand on se retrouve à tenir des propos à caractère sexuel avec des pratiques sexuelles qui sont détaillées à des enfants de l'école élémentaire ou même du collège, ça caractérise tout simplement une atmosphère qui est incestuelle et institutionnelle. Voilà, c'est très simple. Il faut appeler un chat un chat. L'école, elle sexualise clairement les enfants. Et elle influence aussi leur représentation avec des idéologies. Et tout ça est contraire, en fait, tout simplement au rôle de l'école, qui est censée instruire sur la base de contenus qui sont eux-mêmes basés sur la science. Et elle n'est pas là pour nuire, évidemment que non. Le rôle de l'école, c'est pas d'initier au sexe, c'est pas d'inciter à aller consulter du contenu pour pouvoir répondre à ces questions que forcément les enfants auront besoin d'évacuer au sortir de séances pareilles. Enfin, l'institution, elle doit avoir normalement le rôle qu'on a tous, c'est un rôle de par-excitation. Voilà, c'est de pouvoir canaliser en fait cette excitation qui peut être naissante à une certaine période de la vie, tout simplement. C'est quand même important de se dire la chose suivante, c'est que confronter les enfants, comme on vient de le voir, à un réel sexuel, ça caractérise quand même trois choses. Franchir la frontière générationnelle du sexuel entre l'enfant et les adultes, barrière à ne jamais franchir, qu'on se le dise. Et on présente aussi bien des idéologies comme des vérités et comme des savoirs. Je prendrai juste le cas très actuel et qui est pas prêt de changer, a priori, de l'indifférenciation sexuée. Je vais juste une courte question à Marie qui de toute façon après donc a prévu un échange. Quel est l'impact en fait chez les enfants en termes de développement psychologique sur leur devenir? Si on leur parle par exemple d'éjaculation à 8 ans,
quel est l'impact? Est-ce que, enfin, comment, c'est quoi l'impact de cette effraction psychique sur leur développement? Juste en quelques mots, parce que je sais qu'après, donc, tu En vas fait, faire si tu veux, je pense que c'est plus intelligent de raconter comment ça se construit un petit enfant et pourquoi à ce moment-là c'est pas approprié et c'est même hors sujet, peut-être. Hein. Mais attends, si tu me permets, on va poursuivre l'échange avec Christelle parce qu'après on n'a pas vu que écoute, tu interviens. Je vais revenir dessus, mais plus longtemps, plus longuement. Mais c'est une effraction psychique, c'est sûr, mais parce qu'en fait l'enfant n'est pas au stade de maturation et physique et psychique pour le recevoir. Donc ça vient complètement. C'est une agression et c'est de la pédophilie. Je vais aller un peu plus vite pour qu'on puisse avoir le temps de tout aborder. Du coup, Christelle, l'école, parce que revenons-en à l'école. L'école, est-ce qu'elle n'a pas quand même un rôle à jouer contre les abus sexuels? Parce que c'est quand même ce dont il s'agit, selon l'école. Avancé aussi donc par les différents rapports, notamment par la Commission européenne, par le guide blanc, enfin par le livre blanc du planning familial, c'est prévenir les abus sexuels, etc. Et l'accès à la pornographie précoce. Alors justement, est-ce que ce sont des arguments valables ou pas? Voilà. Alors en fait, c'est très très simple. Si réellement l'objectif de l'institution, c'est de pouvoir lutter contre les violences sexuelles, parce que oui, il y a bien un enfant sur 10 qui est abusé en France, donc ça représente à peu près 3 enfants par classe sur des classes de 30 élèves. Si vraiment on veut le protéger, on a juste à lire le rapport de la Ciivise. Alors c'est vrai, c'est 600 pages. Donc je vais vous donner la synthèse. Alors la Ciivise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a travaillé pendant 3 ans à se poser la question comment on peut protéger les enfants de ces violences. C'est le repérage. Voilà. C'est-à-dire que on met dans chaque institution qui accueille des enfants un espace à dire qui permet de recueillir la parole de l'enfant avec des équipes formées à la détection des premiers signes de violences sexuelles en lien avec la protection de l'enfance. Le problème, c'est que face à ces abus, la réponse de l'institution, qu'est-ce qui se passe encore une fois? C'est le silence. Et c'est valable aussi dans ce contexte-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de personnel formé, ni au repérage, ni à quoi que ce soit. Il n'y a pas de prise en charge de la parole de l'enfant. Quand un enfant est abusé, il n'est pas entendu. Ils ne sont pas protégés de leur agresseur. Au contraire, on les laisse dans les mains de leur agresseur. Il y a une absence de l'immunité des médecins qui prennent en charge la révélation. Et les agresseurs ne sont pas punis. En France, personne ne punit un pédocriminel. Voilà, la vraie réponse, elle est là. Ensuite, pour passer en revue, parce qu'on n'aura pas le temps sinon, au-delà de ça, si le rôle de l'école peut faire quelque chose, eh bien, c'est dans la continuité de ce qui est fait par les parents, c'est-à-dire apprendre les interdits, les frustrations, tout simplement, pour que l'enfant puisse se construire sur des bases qui sont solides et savoir que, bah oui, respecter son camarade, c'est important et qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire et qu'il y a des choses qui ne doivent pas lui être faites. Voilà. Ensuite, par rapport à la porno, c'est important, avant de laisser la parole à Marie, parce qu'on nous bassine tout le temps. Oui, mais aujourd'hui, il y a un accès précoce à la pornographie. Vous vous rendez compte, il y a des enfants de plus en plus tôt, notamment avant 10 ans, qui consultent la pornographie. Bah là, ce qu'il faut, encore une fois, c'est de vraies réponses politiques, c'est-à-dire des mesures réglementaires, des mesures législatives, pour empêcher tout simplement l'accès à ces plateformes. Donc, vous avez tous les moyens aujourd'hui de payer 100 € à l'année pour avoir un abonnement au téléphone. Ça représente à peu près 10 € par mois. Eh bien, un prix d'entrée à 100 € pour consulter une plateforme pornographique, c'est la solution. Parce que l'enfant qui veut transgresser, il devra prendre la carte bleue de ses parents et 100 €, ça se verra sur le relevé bancaire. Là, voilà la réalité. Mais par contre, c'est un business qui est fructueux. Donc, on n'y touche pas. On inverse les rôles et on demande encore une fois aux enfants de prendre des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Et nous, en fait, on se décharge de notre rôle. Parce que notre rôle, oui, c'est bien les adultes qui doivent protéger les enfants. Voilà, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Je ne sais pas combien de fois on l'a dit, ça. Les parents ont un rôle éducatif, l'école a un rôle instructif. Et ça ne sera jamais l'inverse. Donc, pour continuer cet échange, on va laisser la parole à Marie. Roxane, si tu veux peut-être l'introduire quelques mots. Bah oui, Marie qui a tellement donné, en fait,
Elle a été dans tous les collectifs, donner sa parole de pédiatre, mais pas que. Sa parole aussi sur tout ce qui est neurosciences et développement de l'enfant. Donc, on va te laisser parler, Marie, parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut peut-être remettre l'église au milieu du village en disant comment fonctionne un enfant. On va laisser une des vrais spécialistes en parler. Oui, alors j'ai 10 minutes, ou peut-être même 9. Donc, évidemment, je vais pas vous refaire tout ça. J'ai juste quelques petits, ce qu'on appelle en anglais bullet points, hein, donc des choses qui sont peut-être importantes à avoir en tête. Alors déjà, c'est que cette éducation, vu que l'éducation nationale et la médecine scolaire sont sinistrées de chez sinistrées, la médecine en général, mais la médecine scolaire encore plus, ces enseignements sont délégués à des associations, et en général, les associations, c'est des militants. Donc, et ils sont incontrôlables. Donc, certainement qu'ils croient bien faire, mais parce qu'ils sont dans leur logique, mais ils font des catastrophes. Et deuxièmement, on part déjà d'un point qui est fondamental, c'est qu'on parle ils parlent de sexualité infantile. Déjà, la sexualité enfant, ça n'a aucun rapport. Tout ça, ça remonte à il y a très très longtemps. Vous avez entendu parler du rapport Kinsey. Le rapport Kinsey, quand même, qui a régi toutes ces lois et au niveau et en plus tous ces adeptes qui ont été placés dans toutes les hautes instances de l'ONU, de l'UNICEF et compagnie. En fait, on s'est rendu compte que Kinsey c'est pédophile son rapport. C'est-à-dire qu'ils ont fait des expériences sur des gamins pour essayer de trouver qu'ils étaient capables d'avoir des orgasmes ou des choses comme ça. Et ils ont demandé leur avis à des personnes qui étaient volontaires, et la majorité étaient des pédophiles qui ont été condamnés. Donc, voilà. Sans commentaire, mais vous savez ce que j'en pense. Alors, déjà, avoir des organes génitaux à la naissance, évidemment, on est différencié garçon, fille, enfin, sexe masculin, sexe féminin. Mais c'est pas parce qu'on a des organes génitaux qui sont fonctionnels, il va falloir qu'il y ait la puberté et l'inondation hormonale pour que ces organes génitaux deviennent fonctionnels. Parce qu'en fait, avec la sexualité vient la possibilité de la reproduction, et donc c'est la puberté. Avant la puberté, c'est pas parce qu'on a des organes génitaux qui sont effectifs et qui sont capables d'une vie sexuelle comme on peut projeter en adulte. Et déjà, un adulte qui projette une sexualité sur l'enfant, c'est de la pédophilie. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot. Quand un bébé arrive, il a des jambes, il a des pieds, mais il marche pas. Il a des réflexes archaïques qui font qu'il y a la marche automatique, mais ce réflexe doit disparaître pour que la marche se mette en place de façon physiologique et harmonieuse. Et tout le développement pour toutes les fonctions, chaque étape prépare celle d'après, et chaque étape doit se faire de la façon la plus optimale et la plus physiologique pour que la fonction ultérieure qui va s'appuyer sur celle-là, on construit un mur en fait. Chaque brique doit être à sa place et bien mise et pas vrillée, parce que sinon le mur à la fin il est complètement tordu. Oui, mais bon, les fondations, mais déjà le mur, les briques, c'est les apprentissages. Et donc, les fondations, pour moi, c'est la grossesse. Voilà. Et donc, et si on va faire artificiellement marcher un enfant en entretenant ce réflexe, la marche est de mauvaise qualité. Bon, on peut dire que la sexualité, ça pourrait être aussi un peu comme ça. Avant la puberté, donc, les organes génitaux sont pas fonctionnels. Dans le développement d'enfants, il y a des stades psychique, donc on a un peu répertorié, et comme par exemple avant 2 ans, c'est le stade sensorimoteur. L'enfant, il explose sur le plan du développement, il éprouve plein de choses, il éprouve son corps, il éprouve la sensation de marcher, de bouger, il découvre tout, il découvre son corps aussi, mais c'est de la sensorialité, c'est pas de la sexualité. Et il est là dans cette d'avidité, voilà, il découvre, au début il voit flou et après il voit très net, et puis au début il est dépendant d'adultes pour se déplacer, et puis entre 1 an et 18 mois il marche. Tout ça, c'est cette espèce d'explosion motrice, de jubilation, et c'est un bébé qui a besoin il a besoin de contact physique pour se contenir, parce qu'il contrôle pas encore les choses, mais qui dit contact physique dit rassurance, dit pas autre chose. Après, entre 2 et 7 ans, il va apprendre le langage, il va apprendre à dire moi tout seul, et à faire, il y a le nom. Mais l'enfant ne peut pas conceptualiser les choses, il éprouve, il avance, il se construit progressivement. Et puis après, il y a la phase
entre 2 et 7 ans. Donc, après 7 ans, c'est ce qu'on appelle la phase de latence, où en fait l'enfant, tout d'un coup, comme s'il avait ce pressentiment que justement la sexualité, parce qu'avant, entre 2 et 7 ans, il y a la phase de l'Oedipe, donc d'après Freud, mais qui est je veux me marier avec papa, je veux me marier avec maman, mais cette espèce de l'enfant imagine, c'est un imaginaire, il y a plein de choses dans sa tête, mais il n'a pas envie de savoir ce qui se passe derrière dans la chambre, c'est tabou et puis c'est berk. Hein. Et puis après, la phase de latence, c'est on ne pense plus à ça. Mais par contre, on a tellement de choses. Alors, comme avant, on avait cette jubilation à bouger, à se mouvoir, à devenir autonome. Maintenant, c'est à comprendre pourquoi la Terre elle est ronde, pourquoi il y a les dinosaures, les choses comme ça. Et donc, avant la puberté, l'enfant est sexué, évidemment, parce qu'il y a garçon et fille, mais il n'est pas sexualisé. Et donc, c'est une incongruence complète d'aller parler de sexualité à un enfant qui est dans ces phases-là. Et ce qu'on pourrait dire en bullet point, c'est que l'éducation à la sexualité à l'école, lorsqu'elle présente le réel sexuel de l'adulte, ça va pas respecter les stades du développement de l'enfant. Hein. Ça va pas respecter son développement cognitif, c'est-à-dire comment il aborde le monde, comment il commence par exister lui, puis par penser après que l'autre est autre et qu'il peut avoir une pensée autre et un éprouvé autre que lui. D'abord, il faut apprendre l'empathie. Hein, il faut apprendre l'altérité. Et c'est d'autant plus grave qu'un enfant de moins de 12 ans est incapable de prendre une distance vis-à-vis des propos que va lui tenir un adulte ayant autorité sur lui. Or, il y a les parents, mais il y a aussi l'instituteur, c'est quelqu'un qui a autorité. Et ça, c'est grave. Et le décalage entre les aptitudes cognitives de l'enfant et les contenus présentés va interférer le psychisme. Et par deux effets, d'abord, ça le sidère, vous voyez, ces gamins. Ça, c'est des enfants en stress post-traumatique. Hein, vous voyez, ses mains, c'est là, si on se tortille et tout, bah ouais, c'est nul. J'influence des trucs avec mon copain, ce qu'on va faire, mais n'empêche qu'il l'a vu puisqu'il a fallu qu'il en parle à sa maman. Et pour un qui parle, combien ne parle pas et se sentent salis et dégoûtés. Et Marie, juste, on a vu l'enfant qui disait, mais je m'en fiche en fait. Non, on s'en fiche en fait. Ouais, c'est ça. Il est en pleine phase de latence. Il en a rien à faire. Ce qu'il veut apprendre, c'est pourquoi la Terre elle tourne. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Hein, c'est génial. En même temps, nous, on s'en fiche. On n'a pas envie d'entendre parler. Il est traumatisé. Et voilà. Et ce décalage entre les aptitudes cognitives de l'enfant et les contenus présentés, c'est vraiment savoir deux effets, la sidération et puis l'effraction. Et les fractions, ça va générer le stress. Hein. Et avant la puberté, parler de sexualité à un enfant, ça n'a pas de sens. Il n'a pas la capacité d'élaborer cognitivement les désirs dont il ne connaît même pas la nature. C'est pas parce qu'on a une petite amoureuse à la maternelle, ça c'est les adultes qui protègent, qu'on est amoureux sexuellement. Enfin, voilà, c'est une amitié élective, une affinité. On a envie d'être copain avec les autres, on a envie de liens exclusifs, mais ça n'a rien à voir avec la vie d'adulte. Et ça serait bien que les textes officiels reconnaissent qu'il ne faut pas calquer la sexualité des adultes sur la curiosité sensorielle de l'enfant. Et donc, il faut préserver l'intimité, c'est dans les textes, mais c'est absolument pas ce que font ces assos, notamment le planning familial, quand elles viennent, qui croient bien faire. Hein. Ah ben oui, mais c'est du français. Ben oui, mais va parler d'excision, de décapitation, c'est des mots français, mais on n'en parle pas des enfants. Je suis désolée. Enfin, voilà. Et après, c'est pourquoi il est essentiel de comprendre de quoi on parle. Et vraiment, il y a cette confusion sémantique. Sexualité de l'enfant, oui, il est insecte, mais il n'est pas fonctionnel. Et c'est une atteinte à l'intégrité qui n'est pas neutre, parce qu'elle a vraiment la conséquence, c'est l'effraction psychique qui peut interférer sur le développement affectif, sexuel et normal du futur adolescent. Parce qu'après, une fois, moi, il y a une chanson, alors ceux qui me connaissent sachent que j'ai une passion pour la musique rock, et il y a une chanson que j'adore, qui est un père qui parle à son fils et qui traverse une plaine dévastée par la guerre. Et il lui dit, si je te dis ferme les yeux, ferme-les, parce que ce que l'on voit, ça reste pour toujours. On leur fait voir des choses qui vont rester pour toujours. Ça va être dans un coin, ça va être un traumatisme, et ça va être quelque chose dont ils ne se débarrasseront pas. Même moi, je suis maman, je suis pédiatre, le développement c'est mon truc. Je me suis farci le fameux rapport que je vous recommande. Et j'étais là, je pouvais pas rester plus d'une heure dessus, et je me disais putain, je suis en train de m'abîmer à le lire. Mais on s'abîme nous, mais on abîme les enfants. Voilà. Et Marie, est-ce que du coup on peut dire que
cette éducation à la sexualité, si en plus elle est très mal menée, on a eu quelques témoignages, est-ce que ça peut même demain, est-ce qu'on peut supposer que ça pose des problèmes dans leur sexualité? Ça pose des problèmes pour une raison chose. Soit ils sont dégoûtés. Donc, on a de plus en plus d'ados qui sont asexuels. Ils veulent pas en entendre parler. On a de plus en plus de gamins qui veulent être ni garçons ni filles. Ils veulent être rien. Parce qu'on a une société qui est hyper sexualisée et qui nous envoie de la pornographie en permanence, toutes les pubs pour les parfums, les machins, toutes les tiktokeuses avec des lèvres siliconées, les fesses pareilles, enfin, et qui sont là, qui surjouent quelque chose qui finit par leur faire peur, en fait. Et puis chez les enfants, pour lutter contre la pornographie, on leur fait voir de la pornographie quelque part, hein. Les gamins qui en séance de SVT en 4e ou 5e, on leur fait mettre des préservatifs sur des pénis en comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, factice. Oui, factice, comme les emballages là en polystyrène, voilà. Donc et dans ce rapport, on parle aussi d'une gamine qui avait été abusée sexuellement par son oncle, qui était vraiment très traumatisée, très fragile. Le prof était au courant et puis il lui fait faire ça, et la gamine, mais c'était une catastrophe. Enfin voilà, on est vraiment dans un espèce de fantasme, de projection, de fantasme d'adultes sur des enfants qui sont pas des adultes. Un enfant, c'est pas un adulte en miniature, c'est un adulte qui est en train de se construire. Et c'est toute la différence, c'est que on ne peut pas plaquer et se débarrasser de notre peut-être culpabilité, peut-être incapacité à les protéger, en tout cas avec ce qui se passe. Enfin, et alors, vous savez, il y a une blague qui est terrible, c'est quelqu'un ça se passe dans un petit village. Il y a un homme qui a une dette. Il n'arrive pas à dormir et sa femme lui dit mais pourquoi tu dors pas? Bah parce que je dois tant à Bernard qui habite en face, et donc et l'autre et sa femme lui dit ah bah écoute, c'est ça. Elle ouvre la porte, elle fait la fenêtre plutôt, elle appelle la femme de l'autre et lui dit Géraldine, enfin n'importe quoi. Mon mari doit de l'argent au tien? Oui. Oui, c'est ça. Eh ben, de toute façon, il doit lui rendre demain. De toute façon, il n'a pas l'argent, donc il lui rendra pas demain. Poum. Et elle lui dit maintenant, c'est lui qui a le problème, c'est pas toi. Mais c'est exactement ce qu'on fait avec les enfants. Voilà. Alors, j'ai une dernière question pour vous deux, sans langue de bois. Comme tu l'as dit, Marie, en fait, on est dans une société hyper sexualisée qui promeut la pornographie au quotidien. Pensez-vous que cette éducation à la sexualité, entre les guillemets, s'instaure dans dans une future société pédophile? Moi, je dirais plutôt c'est une société de consommation. Donc, on consomme le sexe. Enfin, voilà, c'est tout de suite, tout maintenant. Le sexe, c'est pas important parce qu'en fait, on sort le sexe de sa fonction primaire, qui est de créer des liens certainement, mais surtout la reproduction de l'espèce. Puisqu'on va, Alexandre disait tout à l'heure, maintenant, on veut des utérus. On le voit avec la GPA. C'est le rôle fondamental des fondations, justement, qui est la grossesse qui se passe pendant les 9 mois, qui ne sont pas un utérus, une femme, le corps d'une femme, c'est pas un utérus artificiel. Il y a des millions de choses qui se passent par le biais des neurotransmetteurs, de l'environnement, des sentiments qu'elle éprouve et tout ça, et qui ont un impact sur le développement et qui vont construire et aider l'enfant à, voilà. C'est la même chose. En fait, on veut, c'est l'homme qui se met à la place de la création et qui décide de s'auto-créer, de augmenter, de s'auto-satisfaire, voilà. Et les enfants, on les entraîne dans cette espèce de folie qui, à mon avis, on va dans le mur. Merci. Alors, avant de finir, je voudrais juste rappeler, il y a une pétition en ligne. Actuellement, il y a 43 000 signataires, près de 4 000 enseignants, 4 000 professionnels de santé. Une pétition pour demander l'interdiction de l'éducation à la sexualité. Vous pouvez la retrouver donc sur le site des Mamans Louves, également sur les différents réseaux sociaux des Mamans Louves et de SOS Éducation. Merci Marie,
Merci Christelle et puis merci Roxane. Merci beaucoup, merci à toi Emmanuel et peut-être le mot de la fin pour Christelle puisque elle a beaucoup travaillé sur le sujet. Merci Marie pour ton et peut-être que tu pourrais juste dire une petite phrase d'encouragement. Bien déjà, merci à tous d'être là. Ça montre que vous avez de l'intérêt pour les enfants, donc ça c'est mon espoir, mon espérance. Je peux vous dire qu'on continuera parce que on est là pour la vérité. On est là aussi pour donner un bel avenir à nos enfants. C'est notre rôle de les protéger, donc faisons-le ensemble avec solidarité. Et si vous avez besoin d'aide pour pouvoir aller engager le dialogue avec l'établissement de vos enfants, nous on considère, en tout cas les Mamans Louves et SOS Éducation, que c'est une des priorités, que chacun en fait se saisisse de ce sujet pour montrer à l'établissement scolaire que on va pas laisser faire ça n'importe comment et qu'on est là pour veiller parce que c'est notre rôle. Voilà, tout simplement. Merci à toutes les quatre. Comme l'a dit Corinne tout à l'heure, on a tous un peu plus que 25 ans maintenant. Et donc peut-être qu'il y a la place pour les mémés louves, les mamies louves, les papis loups, et tout ça pour aller dans les écoles discuter. Ce travail citoyen, il est banal et il faut le faire. Si on le fait pas, s'il n'y a pas de discussion, eh ben on laisse le planning familial, on laisse des associations militantes avec une idéologie pédophile se mettre en place. Cette idéologie pédophile, elle va de Matignon à l'Élysée, en passant par le ministère de la Culture jusqu'au ministère de l'Éducation, depuis l'ère Mitterrand, de manière incrémentale. Il faut dire stop et mettre la holà là-dessus. Voilà, il faut le faire. Et donc au travail. Il y a plein d'autres associations. On se retrouve dans un quart d'heure, c'est l'heure de la pause. Un quart d'heure si c'est OK pour vous, pour essayer de laisser de la place pour la parole. Et voilà.